Bonjour à tous, je m'appelle Sydney, donc j'étais à votre place il y a exactement 11 ans, post-prépa, j'étais sur le campus d'Écully, donc effectivement ça a bien changé. Ce campus il est très joli, je pense que vous avez de la chance, j'aurais bien aimé être effectivement étudiant ici. Et je suis ici devant vous aujourd'hui pour à la fois vous faire découvrir cet incroyable univers dans lequel j'ai la chance d'être entrepreneur, qui est celui du biomimétisme. Un terme un peu complexe, une opportunité future, donc un futurible effectivement. Et en même temps, vous expliquez mon parcours entrepreneurial, puisque j'ai choisi une orientation de carrière assez particulière et j'espère que ça en inspirera certains d'entre vous. Alors pour commencer un petit peu ma présentation, je vais vous raconter une belle histoire. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est une luciole. La luciole, c'est un insecte en fait qui communique avec ses congénères au travers de lumière qu'il produit chimiquement à l'intérieur de son abdomen. Le problème, le défi, c'est que cette lumière, elle doit passer de l'intérieur de l'abdomen vers le milieu extérieur. C'est problématique parce qu'il y a une déperdition de lumière. Donc concrètement, le défi technique est de faire en sorte que la lumière ne se réverbère pas à l'intérieur de l'abdomen, mais qu'elle arrive à transpercer en gros cette espèce de carapace qu'on appelle le cuticule. Ce qui est intéressant, c'est que quand on observe le cuticule, donc la carapace, au microscope, on remarque ça. En fait, la surface de la carapace est extrêmement sophistiquée. Pardon pour la qualité de la photo, mais bon, c'est du microscope. Ce sont des sortes de petites écailles qui font 10 microns de large, c'est-à-dire 10 millionièmes de mètre, et qui ont la faculté de permettre un passage, si vous voulez, de la lumière plus efficace. Je vais vous épargner tous les détails en optique. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça permet à la luciole d'éviter une surconsommation énergétique et d'avoir en fait une intensité lumineuse sans consommer trop d'énergie chimique pour produire cette lumière-là. Cette sophistication-là, elle a intéressé des chercheurs belges, canadiens et français qui se sont dit tiens, c'est intéressant, on n'aurait pas pensé à avoir une sorte de texturation en toit d'usine pour avoir un meilleur passage de la lumière dans un milieu. Et ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de le faire sur la coque de LED? Les LED, vous savez, ce sont tous les dispositifs qui nous éclairent. Et ce qu'ils ont fait, c'est que sur la coque des LED, ils ont reproduit ça. C'est-à-dire qu'ils ont, avec de la texturation laser, à des échelles très fines, reproduit les petits motifs en toit d'usine qu'ils ont observés sur la coque des lucioles. Ils l'ont fait sur la coque en polymère des LED. Le résultat, il est bluffant. C'est-à-dire qu'à puissance égale, la LED elle est capable d'émettre 2/3 de luminosité en plus. Vous imaginez bien que c'est autant d'énergie qui peut être économisée si les LED elles sont munies de ce dispositif. Ce dispositif, il est ce qu'on peut appeler bio-inspiré, inspiré de la biologie, inspiré de la nature. Alors justement, avant de vous introduire cette notion du biomimétisme, qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que la vie, en fait? Prenons un peu de recul. La vie, c'est tous ces organismes vivants qu'on connaît très bien. Un lion, une fourmi, un requin, un papillon. Puis après, c'est tous ces organismes vivants dont on connaît en fait le nom vernaculaire. Ok, ça c'est une plante. Mais je vous mets au défi de me citer l'espèce en particulier. Ça aussi, c'est une fleur, mais difficile de nommer l'espèce. Ça, c'est une demoiselle, donc un cousin de libellule, complexe aussi de nommer l'espèce en particulier. Ça, c'est une méduse, idem complexe. Et puis la vie, c'est aussi tous ces organismes, pardon d'avance, ces organismes un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, qui n'ont pas 2 yeux, mais qui en ont 4, certains qui ont des 8 yeux, etc. C'est tous ces organismes assez fascinants, qui parfois encore nous étonnent, tous les organismes vivants qu'on découvre. Et en fait, ce qui est très important, et là où je veux vous emmener, c'est que la vie, plus on prend le temps de l'observer, plus on prend le temps de s'y attarder, plus on se rend compte de sa sophistication, de son incroyable complexité. Et la vie, c'est aussi ce qu'on connaît très bien. Elle a abouti avec un organisme vivant qu'on connaît le mieux, mais qui est à la fois le plus mystérieux, l'être humain. Et finalement, l'être humain domine le reste des organismes vivants, parfois et souvent d'ailleurs par péché d'orgueil, vous le savez très bien.
Et en fait, cette domination qu'on a sur les autres organismes nous a, aujourd'hui, hein, c'est ce que Lionel a dit à juste titre, nous emmène un petit peu dans une sorte d'impasse. On le sait très bien, vous le savez très bien, ma génération, votre génération y sera confrontée. Comment est-ce qu'on fait pour subsister dans le futur ? Notre puissance cognitive nous a à la fois permis de dominer les terres, les océans, les cieux, l'espace, mais en même temps nous a mis dans une impasse. Eh bien, il y a quelques années, en fait, en réalité, il y a quelques décennies, voire quelques siècles, vous avez des ingénieurs, vous avez des chercheurs qui ont commencé à se dire « Mais bon sang, nous, les êtres humains, avec notre puissance cognitive, on s'est détaché du reste du vivant. On s'est cru invincible, on s'est presque cru autonome, alors qu'en fait, le reste de la nature dépend de nous, purifie notre eau, purifie notre air, nous apporte nutriments et nous apporte aussi de la valeur économique, il ne faut pas l'oublier. » Et ils se sont dit, pour le futur des développements technologiques, est-ce que ça ne serait pas intéressant, en fait, au lieu de toujours tout créer de manière artificielle, de réouvrir une sorte d'ancien grimoire, un vieux livre, qui est celui de la vie, justement, pour aller chercher des solutions. Faire un peu comme l'exemple que je vous ai présenté pour la luciole. Cette philosophie, elle consiste à se dire, parce que c'est une philosophie au départ, c'est un état d'esprit, la nature, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et de développement. C'est le plus ancien laboratoire d'innovation au monde. L'idée, c'est de se dire, l'ingéniosité, la sophistication des mécanismes, des propriétés, des phénomènes physico-chimiques, parfois même des comportements cognitifs des organismes vivants, qui sont par nature ultra optimisés parce qu'ils ont évolué sur des millions d'années, ça peut nous aider à guider l'innovation future. Ils ont appelé ça, ces chercheurs, le biomimétisme. Mimer la biologie, tout simplement. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans les années 70-80, vous avez en fait des chercheurs américains, on parle des États-Unis, ils appartenaient au complexe militaro-industriel, on parle de Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing, la NASA, et tous les grands centres de recherche, Harvard, Stanford, Caltech, Virginia Tech, etc., qui ont commencé à faire massivement de la science bio-inspirée. Ils ont créé des matériaux, ils ont fait de l'aérodynamisme, de l'hydrodynamisme, ils ont commencé à créer aussi de l'informatique, donc des algorithmes bio-inspirés. Ils ont fait énormément de choses. Et donc, il y a un vrai essor de cette science bio-inspirée depuis environ 50 ans. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que j'ai découvert quand j'étais encore étudiant à l'EM Lyon. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle une baleine à bosse. La baleine à bosse, vous le voyez au niveau de ses nageoires pectorales, elle a des sortes de protubérances, elle a des sortes de petites bosses sur le bord d'attaque de sa nageoire. Le défi d'une baleine à bosse, c'est que ça pèse 40 tonnes, un beau bébé comme ça. Sauf que contrairement à ce qu'on peut penser, les baleines à bosse, elles ne se nourrissent pas du tout de plancton, elles se nourrissent de saumon, de harengs et d'autres petits poissons. Et donc, en fait, elles sont obligées de suivre avec une forte agilité des poissons qui sont beaucoup plus rapides et surtout qui peuvent en fait manier et manœuvrer de manière très serrée à l'intérieur de l'eau. Sauf que quand vous pesez 40 tonnes, l'inertie dans votre milieu, il est très complexe. Pour faire un virage, c'est compliqué. Et là, je vais vous donner quelques petits cours d'hydrodynamisme. Enfin, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui sont ingénieurs. Le problème, c'est que quand elle commence à virer avec sa nageoire, elle risque en fait de décrocher dans le milieu. C'est un décrochage en fait hydrodynamique. Concrètement, le flux d'eau qui passe au niveau de sa nageoire risque d'être perturbé. En fait, il va y avoir un décrochage du flux et ça va lui en fait faire en sorte qu'elle va tout simplement s'arrêter dans son virage. Ça, c'est problématique. Et donc, pour être agile, elle a ces petites protubérances. Et ces petites protubérances, il y a un biologiste canadien qui porte très bien son nom parce qu'il s'appelle Monsieur Fish, qui a du coup observé ces protubérances et ce qui s'est dit, est-ce que ça ne serait pas justement un moyen pour la baleine d'arriver justement à tourner de manière très serrée à l'intérieur du milieu. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est assez incroyable. Il a fait des essais en soufflerie, parce qu'il l'a fait aussi de manière aérodynamique, hein. C'est la même chose que pour l'eau. Il s'est rendu compte qu'en fait, les protubérances, ça crée des sortes de vortex sacrificiels, des sortes de perturbations spécifiques, qui permettent en fait de canaliser le flux qui va passer sur la nageoire, le flux d'eau sur la nageoire, et ça va éviter en fait une augmentation de la traînée, ça va aussi éviter le décrochage, ou en tout cas ça va le retarder de l'ordre de 40%. Ça veut dire concrètement que la baleine, elle peut vraiment pencher très très fort sa nageoire avant
d'arriver dans une sorte de perturbation hydrodynamique. Et donc, ça lui permet de virer très serré et d'aller chercher son hareng ou son saumon. Frank Fish a eu l'idée de se dire, et en fait, moi, je vais reproduire ça sur des pales d'éoliennes. Encore une fois, ce qui est valable dans l'eau, à certains égards et toute proportion gardée, est aussi valable dans l'air. L'idée qu'il a eue, c'est de se dire, plutôt que de faire un bord d'attaque des pales d'éoliennes lisse, comme ce qu'on a l'habitude de faire, moi, et c'est contre-intuitif, je vais mettre des bosses. Je vais faire exactement la même chose que sur la nageoire pectorale de la nageoire à bosse. Et donc, en fait, il a créé ce dispositif que vous avez à l'écran. Et ça a permis de créer des éoliennes qui sont capables, à puissance égale, de générer 50%, à vent égal, donc à puissance du vent égale, de créer 50% d'énergie supplémentaire. Et surtout, ces éoliennes-là, elles sont beaucoup plus polyvalentes. C'est-à-dire qu'elles s'activent dans des milieux qui sont justement moins ventés, dans des milieux où le vent est plus perturbé, il est plus variable, si vous voulez, il est moins régulé. Ça, c'est une technologie bio-inspirée. Un autre exemple de technologie bio-inspirée, c'est ici. Ça, c'est une libellule. Et la libellule, contrairement à nous les êtres humains, elle n'a pas de savon en fait, pour se laver. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une prolifération de bactéries sur les ailes. Alors comment éviter la prolifération de bactéries quand on a des ailes qu'on n'arrive pas à nettoyer, qu'on n'arrive pas à gratter? Eh bien, quand on observe de manière fine la surface de l'aile, on se rend compte qu'il y a des sortes de nanopiliers. Ça ressemble à ça. Les nanopiliers, pardon encore, c'est une image pixelisée, mais c'est par microscope. Les piliers, c'est ces espèces de petites branches, ces espèces de petits poils que vous observez, qui sont larges de quelques nanomètres, 5 à 10 nanomètres. L'intérêt de ces piliers, c'est de venir tuer ce que vous voyez, le cylindre que vous voyez, ça c'est une bactérie. Une bactérie qui va venir en fait arracher sa membrane, presque un peu percer la membrane quand elle tombe sur ces piliers-là. C'est ce qu'on appelle la lyse. Donc concrètement, en fait, la membrane va s'éclater, la bactérie va mourir. Et ça, c'est très intéressant parce que ça évite l'apparition de biofilms, ça évite l'apparition de maladies sur la surface de l'aile de la libellule. Sophistiqué, incroyable quand on y réfléchit. Vous avez une équipe de chercheurs qui s'est dit, écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire ça par ablation laser. En gros, ils viennent tailler, ils viennent graver en fait, la surface en polymère d'un film, d'un revêtement. Et on va reproduire exactement la même chose. Et donc, vous le voyez, ils ont reproduit ces petits nanopiliers. Et ça a permis en fait, de créer des revêtements, des sortes de, presque un peu comme un film transparent que vous venez poser sur des lits d'hôpitaux, sur des poignées de porte, sur des barres de métro. Et ça permet effectivement la lise des bactéries qui est augmentée. Donc, en fait, les bactéries qui se posent sur ces revêtements bio-inspirés meurent en 3 heures. C'est très intéressant. Pas besoin d'utiliser des produits chimiques. Pas besoin de faire de la maintenance, de pulvériser plein de produits chimiques. Tout ça, c'est un film transparent qui dure plusieurs années. Très intéressant. Un dernier exemple pour la route que j'ai bien aimé, quand j'ai découvert justement le biomimétisme, ça c'est le scarabée de feu. Le scarabée de feu a une particularité, c'est qu'il aime le feu en fait. Pourquoi est-ce qu'il aime le feu? Parce qu'en fait, il va pondre ses larves dans du bois brûlé, dans du bois mort. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'une part, le bois brûlé va venir protéger géographiquement ses œufs, ses larves, mais d'autre part, les larves en fait, vont trouver plus de nutriments dans du bois qui vient d'être brûlé que dans du bois vivant, que dans un arbre vivant. Et donc, ce petit scarabée va se spécialiser dans la détection des feux de forêt. Il va tout simplement voir et détecter un feu, attendre que le feu passe et venir pondre ses larves dans le bois brûlé. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'au niveau de ses pattes, il a des sortes de mécanorécepteurs qui lui permettent en fait de détecter ces feux de forêt. Alors je vais vous expliquer pourquoi on parle de mécanorécepteurs. Vous voyez, c'est des sortes de petits bulbes, et ces petits bulbes, à l'intérieur, il y a un liquide. Ce liquide, il est pensé, il est composé pour réagir aux longueurs d'onde infrarouges qui sont émises par un feu de forêt. Un feu de forêt, c'est chaud, ça émet, ça rayonne en fait des infrarouges. Et ces infrarouges-là vont venir en fait étendre, vont venir dilater le liquide qui est à l'intérieur de ces petits bulbes. Et ces petits bulbes, du coup, vont se gonfler et vont activer des sortes de cellules sensorielles. Et ces cellules sensorielles, elles vont activer un signal nerveux qui va permettre en fait au scarabée de sentir, si vous voulez, un rayonnement infrarouge très fin à plus de 100 km de distance. 100 km de distance. Donc le scarabée, concrètement, est capable,
à 100 km de se dire, tiens, il y a un feu de forêt, je le sens, et de se diriger vers le feu de forêt. Évidemment, à la fin, il navigue à vue, puisqu'il est aussi capable de voir le feu de forêt. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que parfois, ce n'est pas un énorme feu, ce n'est pas un méga feu, parfois, c'est juste un petit arbre qui va brûler. Et donc ça a inspiré des chercheurs allemands pour se dire, nous, on va créer un détecteur de feu. Alors, pas pour un bâtiment, parce que les détecteurs ici, ils fonctionnent très bien. Enfin, en tout cas, j'espère. Hein. Mais le but, c'est plutôt de détecter des feux de forêt loin pour prévenir des méga incendies qu'il y a en Grèce, en Italie, en France. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une sorte d'aérostat, donc une sorte de montgolfière, mini-montgolfière, qui vont venir placer à certains endroits, dans des zones qui sont plutôt affectées par les feux de forêt, et ils vont placer un petit capteur en dessous, et ce capteur-là, il s'inspire de l'organe sensoriel du scarabée de feu. Comment ils ont fait? Ils ont en fait fait une petite membrane, ils ont mis un même liquide avec la même composition chimique, et la membrane, elle est activée par un petit capteur piézoélectrique. Quand le liquide est atteint par des infrarouges, c'est exactement la même chose que pour le scarabée, il va s'étendre, il va se dilater, il va activer la membrane en polymère qui elle-même va envoyer un signal. Pourquoi c'était très intéressant? Parce qu'en fait, ça permet d'envoyer un signal d'alarme aux pompiers bien avant l'expansion énorme du méga-feu, et donc d'essayer d'agir sur le feu dès qu'il y a quelques arbres en fait, qui sont atteints par un départ de feu, et donc de prévenir les risques d'expansion du feu. Alors maintenant, vous allez me poser une question, parce qu'on parle d'ODD, pourquoi en fait, et comment est-ce que le biomimétisme peut être utile pour la ville. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est un exemple en thermorégulation. Vous le savez, les villes, on va avoir chaud. À Paris, Madame Hidalgo l'a dit à juste titre, dans quelques décennies, on va subir des étés à 45-50 degrés. Sauf qu'en fait, nous, on a des toits en zinc à Paris. Donc quand vous êtes sous les combles ou vous êtes sur les derniers étages, ça commence à chauffer énormément. Du coup, ça requiert en fait une surconsommation de clim qui elle-même en fait va générer du CO2, pas trop en France parce que ça va, on a un bon mix énergétique, mais qui va elle-même en fait aggraver le réchauffement climatique. Et en plus de ça, ça crée des problèmes de santé publique, puisque évidemment c'est compliqué quand il fait chaud comme ça. Et donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la nature, elle a une très bonne solution pour nous aider à lutter contre cela. Je vais vous parler de la fourmi argentée du Sahara. La fourmi argentée du Sahara, c'est une espèce qu'on appelle extrémophile, c'est-à-dire que c'est une espèce qui vit dans le Sahara et qui va subir des températures de 70 degrés en journée. 70 degrés, ils ne vont pas faire comme nous, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se réguler thermiquement avec de la sudation, pas du tout. En fait, elle va utiliser des techniques optiques. Déjà, elle va éviter le rayonnement incident du soleil, parce qu'en fait, elle veut éviter de chauffer. Donc, elle veut réfléchir les rayons solaires. Et en plus, elle veut émettre de l'infrarouge pour se réguler thermiquement. Quand vous émettez des infrarouges, vous réduisez votre température corporelle. Pour ce faire, il y a des sortes de petits poils réfléchissants qui sont de section triangulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas des poils comme nous, des poils qui sont cylindriques, c'est des poils qui sont vraiment rectangulaires. Et en plus de ça, ils sont équipés d'une petite texturation sur la surface qui permet deux choses. La première chose, c'est que ça permet de réfléchir à peu près 70% des rayons du soleil. Donc allez-y pour trouver un matériau qui est capable de réfléchir 70% des rayons du soleil. Et en plus de ça, ça permet de créer une sorte de prisme optique. Alors là, je ne veux pas vous perdre, c'est ce qu'on appelle en fait un gradient. Et ce gradient, en fait, permet de convoyer les rayons infrarouges de manière plus efficace. 90% des rayons infrarouges qu'émet la fourmi transpercent son cuticule, c'est un peu la même chose, enfin plus précisément ses poils, et permettent du coup de dégager un maximum de chaleur. Très très intéressant. Vous avez ces chercheurs britanniques qui se sont dit, écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même surface, donc on va s'inspirer de ces poils triangulaires sur des surfaces en PDMS. Le PDMS, c'est un polymère, une sorte de plastique. Et donc, ils se sont dit, on va créer une surface émissive dans l'infrarouge. L'émissivité, elle est de 0,98, c'est-à-dire que 98, ils ont même réussi à faire mieux que la fourmi, 98% d'émission des infrarouges. Donc cette surface-là, non seulement elle arrive comme la fourmi à réfléchir les rayons du soleil, plutôt que d'avoir des toits en zinc, des toits plats, etc., qui absorbent la chaleur. En plus, elles émettent la chaleur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, ça permet effectivement de réduire la consommation en climatisation. C'est une sorte de peinture blanche ultra sophistiquée et ultra efficace, et aussi à bon prix. Autre exemple en matière de thermorégulation. Ici, alors ça, moi, je l'aime bien. Vous avez le thon atlantique. Le thon atlantique, c'est un organisme qui est assez fascinant.
on le mange, mais il a aussi des caractéristiques particulièrement dingues. Le thon atlantique, en fait, il vit dans une eau atlantique entre 0 et 5 degrés, parce que surtout dans les latitudes qui sont nordiques. Et en fait, le défi pour le thon atlantique, c'est de garder un sang chaud, parce qu'il doit se déplacer très rapidement, mais en même temps de ne pas trop consommer et perdre de la chaleur dans son milieu quand le sang va passer au niveau de ses branchies pour venir oxygéner ce sang-là. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une sorte d'échangeur de chaleur juste avant les branchies, pour que le sang chaud qui a besoin d'être oxygéné et qui va venir normalement se refroidir dans les branchies, transmette sa chaleur au sang qui revienne. Donc en fait, il va essayer de conserver en circuit fermé la chaleur de son sang plutôt que de le transmettre au niveau des branchies. Pour ce faire, il a une sorte de... C'est pas un poumon, hein, c'est une sorte de zone artérielle ultra dense juste avant les branchies. Et quand on observe les artères, c'est que plutôt que d'être plate, comme en bas, chez l'être humain, c'est plat, une artère, la surface est plate. En fait, il y a une sorte de petit aspect convexe sur la surface des artères. Pareil, c'est très contre-intuitif. Quand on étudie ça, c'est que ça permet d'une part d'augmenter la surface d'échange. Vous avez plus de surface pour l'échange de chaleur entre artères différentes. Et en plus de ça, ça crée un peu des turbulences qui viennent homogénéiser le fluide et améliorer en fait les caractéristiques en fait de transfert de chaleur. Donc, il y a moins de perte de chaleur au niveau des branchies. Ces artères convexes, elles ont inspiré des chercheurs danois pour créer en fait des sortes de tubes, ce qu'on appelle des caloducs, en aluminium, où ils lui ont donné en fait les mêmes propriétés un petit peu convexes. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper les climatisations de ce genre de caloduc-là. Le problème des climatiseurs, c'est qu'en fait, vous prenez de la chaleur dans un bâtiment, vous prenez du froid, et vous essayez en fait de faire un transfert. Donc, c'est aussi un transfert de chaleur. J'ai du chaud, j'ai du froid. J'essaye de faire en sorte d'avoir... Vous le voyez en fait d'ailleurs derrière vos frigos, il y a ces sortes en fait de petits zigzags. C'est des échangeurs de chaleur. Si on fait exactement la même chose que sur les artères du thon, on augmente l'efficacité thermique de ces caloducs, de ces échangeurs de chaleur, de 160%. Donc vous vous doutez bien que c'est extrêmement intéressant quand il s'agit de réduire la consommation énergétique des climatiseurs un peu partout dans tous nos bâtiments, notamment quand on prend des bâtiments dans des zones arides qui consomment de la climatisation toute la journée. Un petit dernier exemple que moi je trouve très intéressant, c'est l'œil du homard. Le homard, c'est un organisme vivant qui doit vivre en fait dans des eaux qui sont extrêmement opaques. Pour ce faire, pour pouvoir vivre, il a une sorte de presque vision nocturne, système optique nocturne, qui fonctionne avec des petites facettes. Et ces petites facettes-là, elles permettent de concentrer la lumière sur des points très spécifiques de la rétine. C'est des sortes de rectangles qui sont sur le dessus des yeux, qui permettent de concentrer, presque un peu comme une loupe, les rayons lumineux sur des zones très précises de la rétine et donc d'augmenter la capacité du homard à voir ses prédateurs ou ses proies dans des eaux qui sont très turbines, très opaques. Vous avez des chercheurs américains qui se sont dit, tiens, nous, on va utiliser ça pour faire des sortes de... je ne sais pas comment décrire ça, c'est presque un peu des chauffages sélectifs. Ils ont proposé ça à Home Depot. Home Depot aux États-Unis, c'est la même chose que Leroy Merlin, Castorama, etc. Sauf que c'est américain, donc c'est beaucoup plus grand. Et en fait, ça va quand on est sur des zones tempérées. Sauf que quand vous êtes en Arizona, en sud de la Californie, au Texas, etc., ou à l'inverse, et c'est ça qui va nous intéresser quand vous êtes dans le nord américain, là, il faut chauffer, hein, c'est compliqué. Et donc, ils se sont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer le chauffage à des endroits très précis. Il faut vendre donc sur des PLV, donc sur des zones très précises où vous voulez que vos clients s'arrêtent, mais aussi sur les caisses, là où il y a les clients qui restent longtemps au niveau des queues, etc., pour chauffer de manière précise. Et ils ont reproduit ce système-là, ils ont créé un projecteur qui réutilise en fait ce système de facettes avec des miroirs internes, donc là c'est plutôt des métaux, qui vont permettre en fait de concentrer la chaleur radiative sur des endroits très précis. La réduction de CO2 est de 80%. Alors ça, vous savez, ça a été interdit à Paris théoriquement, il y a quelques années. Quand vous allez en terrasse, vous avez ces chauffages radiatifs. Vous savez, c'est ceux où vous sentez la chaleur en fait, par le rayonnement. Pareil, ils ont réutilisé ça. La gestion des ressources, je vais vous donner un petit exemple que moi je trouve très très intéressant. Ça, c'est le diable cornu. Et le diable cornu vit en fait dans des environnements qui sont très arides. Et pour boire, en fait, pour s'hydrater, il ne va pas pouvoir attendre une mare d'eau ou un étang ou quoi que ce soit. En fait, il va devoir capter l'humidité
qui est présente dans l'air. Et pour ce faire, en fait, il va avoir une peau qui a des particularités en matière de capillarité. La capillarité, c'est une tension en fait entre l'eau, la molécule d'eau, et la surface sur laquelle elle est. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va du coup avoir des petits pics. Ces petits pics vont récolter la rosée, vont récolter l'humidité qui est dans l'air, y compris dans des domaines très arides. Et ensuite, elles vont, grâce à des micro-canaux, ramener passivement l'eau jusqu'à la bouche. Le lézard, il n'a rien besoin de faire. Il reste là, le diable cornu n'a rien besoin de faire, il reste là. Et en fait, l'eau est amenée grâce à sa peau et grâce à la capillarité, passivement jusqu'à sa bouche. Il a juste besoin de récolter après et d'ouvrir la bouche pour boire. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas l'oublier, on consomme de l'énergie à transmettre de l'eau, à la faire passer dans des tuyaux. Ça consomme de l'énergie. Autre problème, vous avez des zones arides dans lesquelles, en fait, les villes commencent à être en stress hydrique, y compris dans des villes comme Barcelone, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour capter en fait l'eau? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour qu'un bâtiment soit capable, plutôt que d'avoir plein de canalisations, soit aussi capable en fait de récolter de l'eau et de l'utiliser, par exemple, pour les toilettes, pour de l'eau non sanitaire, etc. Ça peut être très intéressant. Et donc, vous avez des chercheurs qui ont imaginé un système où ils ont reproduit en fait les gradients de capillarité qu'ils ont trouvés sur la peau des diables cornus, sur des systèmes d'acheminement de l'eau sur des bâtiments. Et ça permet du coup de récolter la rosée dans des zones très arides et donc de réduire la consommation en eau. Je vais passer un petit peu les exemples parce que je fais gaffe au temps aussi. Ça, c'est un très bon exemple. La truffe du chien. Alors, quand on parle de ville, on parle aussi de pollution. Vous avez des villes, moi j'habite à Paris, c'est le cas, où on perd de l'espérance de vie à cause de la pollution atmosphérique. Donc il y a des nanoparticules qui viennent en fait tout simplement réduire votre espérance de vie. Je ne veux pas vous alarmer, on va essayer de trouver une solution, mais c'est la réalité. Et donc là, vous avez des chercheurs qui se sont inspirés en fait de la truffe des chiens. Pourquoi c'est intéressant la truffe des chiens? Parce que les chiens, en fait, ils sont capables d'emprisonner en fait des toutes petites particules dans leur truffe afin d'être capable de se dire, là, il y a de la bouffe, j'ai un partenaire, etc., etc. Ils sont capables d'avoir une très, très bonne sensibilité olfactive. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez une sorte de tortuosité de la cavité nasale. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas disséqué un chien vivant pour le faire, mais quand on regarde en fait la cavité de la truffe, vous avez une sorte de tortuosité. Et cette tortuosité, c'est très intéressant, c'est un peu une sorte de labyrinthe à particules. Donc la particule, imaginons une odeur particulière que le chien veut avoir. L'odeur, c'est une molécule qui va en fait, un composé organique volatile, qui va en fait rentrer dans ces tortuosités, rentrer dans ces labyrinthes, et à un moment donné, vu qu'il y a plein de labyrinthes, elle va venir taper une surface et elle va venir mourir, entre guillemets, s'arrêter sur une des surfaces du labyrinthe. Elle ne peut pas parcourir tout le labyrinthe, ce n'est pas possible. Et ça va être évidemment senti par les muqueuses en fait, du chien qui va se dire « tiens, là, j'ai une molécule ». Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça vient piéger des particules, donc filtrer des particules, sans pour autant colmater la truffe du chien, parce que le chien, il doit quand même respirer. Donc, il ne peut pas en fait, faire trop un effort pour respirer, ce n'est pas possible. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, nous, on va faire ça sur un filtre. Donc, ils ont reproduit en fait cette tortuosité, ils ont reproduit les canaux, vous le voyez ici, sur des dispositifs qui font plusieurs centimètres, et qui viennent en fait perdre les molécules que vous voulez filtrer. Donc là, le but, ce n'est pas de sentir, c'est de capter, de piéger la molécule, la particule fine polluante, et d'être capable, en fait, en même temps, de ne pas colmater. Donc, on veut un filtre qui ne soit pas bouché au bout d'un certain temps. C'est très, très intéressant. Les pertes de charge, donc la capacité en fait à ne pas se colmater, sont divisées par 2. En plus de ça, on consomme moins d'énergie du coup si on veut filtrer de l'air. Ça, c'est extrêmement intéressant. Super utile pour des villes. Et je finirai par la gestion du bruit. Alors moi aussi, j'habite à Paris et je viens d'apprendre que rien qu'à cause du bruit, on pouvait perdre ça dépend des statistiques, mais entre 3 et 8 mois d'espérance de vie, rien qu'à cause du bruit. C'est du bruit dont on oublie la présence. Enfin, si, on s'en rend compte quand on va en vacances, en campagne, etc. Mais on oublie la présence en fait de bruit. Et ça nous fait perdre des points de vie. Et alors, du coup, je vais vous parler d'une histoire que je trouve incroyable, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un papillon de nuit. Le papillon de nuit, son prédateur principal, c'est la chauve-souris. Et la chauve-souris, je suis sûr que nombre d'entre vous le savent, elle attaque et elle repère ses proies, dont les papillons de nuit, grâce à l'écholocation. Donc elle envoie en fait une fréquence sonore, et cette fréquence sonore, elle va venir se réverber sur sa proie, et elle va être capable, un peu comme un sonar, de retrouver sa proie grâce à ça. Le papillon de nuit, lui, il se dit, non, moi je ne veux pas être mangé. Et donc en fait, il va avoir une sorte de camouflage acoustique qui est tout à fait impressionnant. Sur la surface de ses ailes,
en fait, on trouve une multitude de petites écailles qui sont micro-perforées. Vous le voyez très bien à l'écran. Cette micro-perforation, il faut imaginer que c'est un peu comme une sorte de mousse, va venir créer de la friction entre l'onde qui est envoyée par la chauve-souris et la mousse. Et ça va en fait venir faire perdre de l'énergie à la fréquence sonore envoyée par la chauve-souris, et donc éviter la réverbération de l'onde sonore vers la chauve-souris. Donc concrètement, c'est comme une sorte d'avion furtif, c'est comme une sorte de F-35 américain, ça vient absorber les fréquences radar. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez des chercheurs qui se sont dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer un panneau absorbant micro-perforé qui va me faire exactement la même chose, qui va en fait faire mourir, créer de la friction avec les ondes sonores. Alors, pas des ondes sonores émises par les chauves-souris, mais des ondes sonores émises par des marteaux-piqueurs, émises par des voitures, émises par des bruits de la ville de manière générale, et équiper ça aux abords, par exemple, de périphériques, aux abords de certaines avenues, aux abords de certaines bouches de métro, où en fait on veut avoir moins de bruit pour les habitants. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces panneaux absorbants-là, parce que ça c'est un problème, c'est la place en fait dans les villes, plutôt que d'avoir des énormes mousses qui viennent perdre de la valeur immobilière et qui viennent en fait coûter très cher, ils ont créé des tout petits panneaux que vous pouvez mettre sur des murs, sur des surfaces, etc. C'est ultra intéressant d'équiper les villes comme ça. Alors je finirai, maintenant que je vous ai montré un peu ce que c'est que le biomimétisme, par un petit peu mon aventure entrepreneuriale derrière ça. Donc il faut imaginer que, pardon pour les photos, mais c'est la réalité, je suis sorti de l'EM Lyon et j'ai commencé à faire des premiers stages. Moi j'étais complètement absorbé par le domaine de l'automobile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'imaginais que c'était le futur en fait, de la mobilité, que c'est multimodal, c'était très intéressant, et puis en plus de ça, évidemment, c'est des beaux produits. Étant franco-allemand, j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, commencer ma carrière dans le groupe Volkswagen, et plus précisément, j'ai commencé ma carrière dans les avant-projets chez Audi. On était en 2014, donc il y a 10 ans. J'ai travaillé dans les avant-projets, donc j'ai fait de la R&D, j'ai piloté des projets R&D, donc je n'étais pas moi-même ingénieur, mais j'ai travaillé avec des équipes techniques sur les futurs prototypes de voitures qui sont aujourd'hui sur les routes. Ce qui était très intéressant, c'est qu'évidemment, c'était ultra innovant comme environnement. C'était des super entreprises et évidemment, même en tant que stagiaire, j'avais des super voitures de fonction. Puis après, j'ai continué et je suis allé chercher le Graal du Graal de l'automobile. Et je me suis dit, je vais aller chercher le LVMH de l'automobile et j'ai continué du coup. J'ai eu la chance d'arriver chez Porsche. Pareil, dans les avant-projets techniques. Sauf que la réalité, et je vous le dis comme je l'ai senti, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, Sydney, oui, tu as roulé sur l'autoroute allemande, tu as eu des belles voitures de fonction, et ton job, il est intéressant, et ton salaire, il est intéressant. Et en plus de ça, j'avais été recruté dans le talent pool, donc j'avais vraiment ma carrière toute tracée dans ces entreprises-là. Le problème, c'est qu'en fait, au bout d'un certain temps, je me suis dit, à la fin de la journée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à vendre des voitures chères à des gens riches. Pardon, mais c'est comme ça que moi je l'ai senti au fond de mes tripes. Après, ça appartient à chacun d'entre vous d'imaginer ce qu'il veut faire avec son futur, mais Lionel l'a dit à juste titre, on a des défis qui nous attendent, qui nous posent parfois question. Et à l'époque, c'était déjà un petit peu le cas. Donc, aux grandes dames de mes parents, j'ai décidé de quitter Porsche et la carrière qui m'était promise, et je me suis rapproché de Lionel. Et à l'époque, Lionel, c'était mon prof. Et je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai découvert un domaine complètement impressionnant, un domaine assez intéressant, que j'ai découvert à la télé, qui s'appelle le biomimétisme. Et en fait, je me souviens, au début, Lionel était un peu interloqué, mais c'est pas une histoire de biologie, c'est pas une histoire de chercheurs, tout ça, etc. Et moi, j'ai dit, non, mais au même titre que vous donnez des cours d'intelligence artificielle, de prototypage, etc., ici en école de commerce, moi, j'estime que le biomimétisme, c'est un futur possible. Ça sera un nouveau front d'innovation et peut-être que je peux en faire ma carrière. Et en tout cas, j'aimerais faire mon projet de fin d'études, mon PFE. C'est le mémoire que certains d'entre vous, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça maintenant, mais que vous aurez à faire à votre sortie de l'EM pour essayer de voir un petit peu quelle est votre future carrière. Et je l'ai fait sur le biomimétisme. Et en fait, j'ai découvert tout ce que je viens de vous montrer, tous ces exemples incroyables, l'incroyable variété des technologies et des secteurs. Là, on a parlé beaucoup de la ville, mais je ne vous ai pas parlé de chimie, je ne vous ai pas parlé d'automobile, je ne vous ai pas parlé de ferroviaire, je ne vous ai pas parlé d'énergie. Le biomimétisme, en fait, est en plein essor. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous avez un rythme de croissance de plus de 700% en matière de brevets par an. Donc, c'est un nouveau front d'innovation. Et je me suis dit, en fait, je vais essayer de choper le train avant l'heure. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est surtout
que vous avez beaucoup de centres de recherche fondamentaux qui font ça, donc on fait de la recherche fondamentale. Vous avez très peu d'entreprises qui font de la R&D, de la recherche et développement, de l'innovation bio-inspirée. En fait, même des entreprises comme Airbus ou L'Oréal qui parlaient de temps en temps sur ces sujets-là, je parle en connaissance de cause parce qu'aujourd'hui c'est mes clients, et même eux, c'était un chercheur, une équipe de temps en temps, une fois tous les 10 ans, qui faisait un programme. Mais ils étaient loin d'utiliser le biomimétisme à leur plein potentiel pour faire de l'innovation, et surtout de l'innovation durable et intelligente. Et donc là, on est fin 2017, à ma sortie du PFE, et je me souviens très bien de ce moment, et j'en ai gardé une photo. Je sortais des vacances de ski, et j'allais prendre un train qui reliait Salzbourg à Munich, entre l'Autriche et l'Allemagne. Et en fait, et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, je suis dans le train, je regarde un petit peu par la fenêtre, et sans déconner, je sais que c'est stéréotypé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit, le moment où je pose le pied à Paris, c'est bon, je ne vais pas chercher un CDI, je vais monter mon entreprise. Je n'ai jamais été en CDI de ma vie. Alors oui, l'école est là pour vous apprendre à trouver une carrière. Vous êtes là pour créer de l'employabilité, c'est ça le rôle de l'EM Lyon. Mais quand on parle d'employabilité, c'est aussi l'auto-employabilité dont on parle. Donc le but, c'est aussi de vous recruter vous-même si vous voulez monter une entreprise. Et donc je commence à travailler comme un acharné. C'est les dernières semaines de 2017. Et en janvier 2018, je crée mon entreprise qui s'appelle Bioxégie. Bio pour le vivant, exégie pour la notion de construction et de projection durable. Je rêve de créer une sorte de bureau d'ingénierie en biomimétisme. Une sorte d'entreprise qui soit capable en fait, de travailler avec des grands groupes industriels, L'Oréal, Airbus, Renault, EDF, des entreprises comme ça, c'est ça mon rêve. Et d'essayer de travailler avec leurs chercheurs pour s'inspirer de la nature, pour créer des nouvelles technologies plus intelligentes. Je sais que le pari, il est très complexe parce qu'au début, je suis seul. Et en plus de ça, je ne suis pas ingénieur. Et donc, je me dis, d'abord, je vais faire un peu de consulting. Donc, je commence à mettre mon petit costard-cravate, je vais dans des ministères, des secrétariats d'État, etc. J'essaye de m'informer un petit peu sur la situation. Je rencontre des personnalités. Ici, c'est Clément Folzer sur sa péniche à Paris, un grand spécialiste aéronautique, parce que je savais que l'aéronautique allait être assez intéressée par la notion de biomimétisme, vu ce qui se passait aux États-Unis. Ici, vous avez Yves Gégaud, qui était vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, qui va aussi me donner ses contacts, son réseau. J'utilise énormément aussi le réseau alumni de l'EM Lyon, pour me créer des contacts et chercher mes premiers clients. Et mon premier client était un ancien de l'EM Lyon. C'était un membre du groupe Arémon. Arémon, c'est une entreprise qui est basée à Grenoble. C'est l'entreprise qui a inventé le brevet du bouton à pression que vous utilisez aujourd'hui dans tous vos vêtements, qui aujourd'hui est spécialisé dans plein d'autres domaines, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, etc. Et on fait un premier projet avec eux. Je vais voir leur direction R&D et je leur dis, écoutez, moi, j'aimerais vous faire du biomimétisme. Donc au début, ils me voient un peu bizarrement. Ils se disent, bon, allez, on va donner la chance à ce jeune-là. Je me souviens, je vends ça peut-être 1000, 1500 €, juste un petit workshop, un petit atelier. Et cet atelier, en fait, ça a été un vrai succès. Le directeur de recherche de Arémon m'a dit, mais en fait, vous nous avez ouvert les chakras, mais on trouve ça super intéressant. Comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Et là, en fait, je comprends que Bioxégie doit recruter des ingénieurs. Et le reste, c'est de la péripétie, c'est-à-dire que je vais chercher mon associé, qui est aujourd'hui mon associé, Simon. Donc j'avais monté l'entreprise, au bout de 6-7 mois, je viens de chercher et je dis, OK, il faut qu'on passe à la vitesse suivante, j'ai un premier client, ça se passe bien, je commence à créer des contacts avec d'autres clients, mais j'aimerais continuer la boîte. Simon, c'est un diplômé de l'EM Lyon. Simon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les bancs de l'EM Lyon, qui est devenu mon pote en fait, ça fait maintenant 11 ans qu'on se connaît. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez à droite, à gauche, votre voisin, peut-être que ça va être votre associé, peut-être que ça va être votre collègue, peut-être aussi que ça va être votre ami pendant très longtemps. Et c'est la réalité parce que Simon, aujourd'hui, c'est mon associé. Simon, c'est la personne qui partage mon quotidien chaque jour pour faire marcher cette entreprise-là. Et donc, du coup, on se connaissait très bien, on était complémentaires parce qu'on avait fondé une association dont vous entendrez parler, qui est Diplomate, c'est l'association de géopolitique de l'EM Lyon. À l'époque, ça n'existait pas. On se connaissait déjà, comme quoi l'EM Lyon crée aussi des vocations et des bonnes rencontres. Donc, on continue à avancer l'entreprise, on passe de l'auto-entrepreneuriat à une SARL, à une SA ensuite. Et puis après, c'est plein de péripéties. Évidemment, des péripéties plutôt complexes, dont j'ai gardé pas mal de photos, beaucoup de nœuds à la tête, des belles aventures, des premiers clients, des avocats, des journalistes aussi, évidemment. Donc des premières belles réussites, en fait, où on commençait à être connus. Plein de salons, des Vivatech, des prix. Donc ça, c'est Agnès Pannier-Runacher qui était secrétaire d'État à l'époque. On avait gagné un prix d'innovation grâce à ça. Des prix avec la RATP aussi. Et puis nos premiers clients,
C'était pas que à Raymond, on a commencé à travailler avec la RATP, on a travaillé avec EDF, on a commencé à choper des projets avec Valeo dans l'automobile, on a travaillé sur des projets dans le spatial avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et puis tout ça, on a continué en fait de péripétie en péripétie, de contrat en contrat, de recrutement en recrutement. Au début, c'était très frugal, on faisait beaucoup de calculs, de techniques avec des premiers stagiaires, avec des premiers CDI qui étaient payés vraiment au ric-rac de ce qu'ils pouvaient, mais qui voulaient faire le pari en fait, de travailler sur une start-up. Au début, j'étais encore très impliqué dans ces projets-là. Et puis, au fur et à mesure, tout ça s'est développé. On a eu des nouveaux clients, des nouveaux projets, une équipe qui s'agrandissait, beaucoup d'insomnie aussi, évidemment, de plus en plus de visibilité, de plus en plus de clients, de plus en plus de réussite. Évidemment aussi le Covid pour faire survivre notre entreprise. Et au fur et à mesure, de plus en plus de développement, une aventure entrepreneuriale, une aventure humaine qui a été incroyable. Et surtout, on a fait énormément monter notre entreprise en matière de chiffre d'affaires, en matière de projets et en matière de clients. Aujourd'hui, on travaille dans le domaine de l'eau, on travaille dans le domaine de l'énergie, on travaille dans le domaine ferroviaire, on travaille dans le domaine de l'informatique, on travaille dans la chimie, dans la cosmétique, on travaille même dans des entreprises du luxe. On travaille dans le ski, ça c'était il y a quelques mois en Suisse, avec un grand acteur du ski. Bioxégie, c'est 8 déménagements. Aujourd'hui, on est dans la Grande Arche de la Défense. C'est assez cool. Et c'est aussi 65 insomnies, j'ai calculé, pour une moyenne mensuelle par associé. Bioxégie, c'est 100 projets qui ont été menés en R&D biomimétique, et c'est 157 partenaires. Et je vais vous donner, et je finirai là-dessus, un exemple d'un projet qu'on a mené. Il y a quelques temps, vous avez une entreprise qui s'appelle NGE, donc le directeur d'innovation, Alexandre Walt, qui est venu nous voir et qui nous a dit moi, j'aimerais remplacer la chaux dans mes chantiers de construction. La chaux, c'est un agglomérant, c'est une sorte de matériau. Une tonne de chaux, c'est 1 tonne de CO2. Pourtant, tout ici, enfin presque tout, est construit au travers de la chaux. C'est un vrai problème, la chaux. Et il m'a dit moi, j'aimerais remplacer la chaux. Au début, modestement, sur des pistes cyclables, sur des routes, sur des petits bâtiments, des petits projets. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir la salive des termites. Pourquoi la salive des termites? Parce que les termites, elles créent des sortes de grands nids, des sortes d'énormes monticules, qui vont faire 6 mètres au-dessus de terre, et parfois jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et donc, du coup, elles sont obligées d'utiliser leur salive un peu comme une sorte d'agglomérant pour la terre, pour utiliser la terre qu'elles trouvent localement, agglomérer cette terre, la compacifier, lui conférer une résistance mécanique, une résistance à l'humidité, une résistance aux UV et une résistance à tout aléa climatique, acidité, etc., qui pourrait venir détruire le mur. Quand on a observé, quand on a étudié la salive, on s'est rendu compte qu'il y avait une enzyme dont le nom m'échappe tellement il est complexe, et je ne suis pas chimiste de formation. Il y a une enzyme particulière qui permet justement une sorte d'agglomération très forte et compacte de la Terre, une stabilité de cette Terre mécaniquement résistante, et en plus de ça, qui est biodégradable sous certaines conditions. On s'est dit, génial. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit synthétiquement cette enzyme-là pour en faire des gros volumes pour le domaine de la construction. Alors évidemment, on ne va pas prendre une petite seringue, aller voir la termite et tirer de la salive. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est de créer ça à un gros volume sur des prix qui sont raisonnables. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé la chaux grâce à ce système-là. Donc on a proposé ce sorte de produit chimique, composé chimique inspiré de l'enzyme de la salive des termites à NGE. Grâce à ça, on a réussi à réduire l'empreinte carbone de certaines de leurs constructions de 70%. Aujourd'hui, c'est testé sur un premier chantier, pas loin d'ici d'ailleurs. Et grâce à cette technologie, on a remporté le prix des travaux publics 2024 national avec eux. Et des projets comme ça, on en a eu plein. C'est l'aventure d'une vie. Je suis ultra heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et j'espère vous avoir pu un petit peu vous inspirer et aussi vous montrer ce nouveau domaine incroyable qu'est le biomimétisme, qui va prendre de la vitesse, je l'espère. Sachez que ce que disait Madame Huot était vrai. Ça reste une communauté, le M Lyon. Aujourd'hui, j'y reste très attaché. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez des questions, si vous avez des conseils à demander, etc., n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, vous conseiller. Je suis là aussi pour ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.